Bonjour, bonsoir à tous, c'est Komorebi. On se retrouve encore, on enchaîne les épisodes trop bizarres, après un mois sans épisode. Pour l'épisode 16 de la lumière pop de la semaine, qui s'étale du 13 au 19 avril 2026. Cette fois-ci avec un son correct, évidemment, parce que j'ai enregistré un épisode et demi sur les deux que j'ai rattrapés hier, avec le micro du PC et pas le micro que vous voyez un petit peu en bas de l'écran. Et donc le son est horrible, trop bien. Ce qui fait que j'ai genre une grosse heure de contenu et un peu plus de temps d'enregistrement avec un son affreux. Trop bien. Parce qu'en fait, mise à jour d'OBS, donc OBS a oublié mes paramètres micro. Et en les corrigeant, comme ça faisait longtemps que j'avais pas été sur mon PC, j'ai choisi le mauvais nom de micro. J'ai choisi Realtalk Audio, qui est celui du PC. Alors que moi, j'ai un Elgato Wave Neo, hein, qui a un petit prix et qui est quand même un meilleur son. Et ça fait chier, hein, d'avoir filmé autant de temps avec un son affreux comme ça, parce que je peux rien faire pour corriger ça. Voilà. La nouvelle qui fait chier, dans une journée qui était cool, avec la première compétition de la saison internationale d'escalade, qui était très prenante à regarder, et qui m'a pris tout mon temps entre 10h et 15h, vu que j'ai enchaîné les demi-finales et les finales féminines, à la seconde près j'ai terminé, donc c'était cool à enchaîner, et avec un super scénario pour les finales, qui fait grave plaisir. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça. Pour l'instant, on enchaîne les épisodes en rattrapage, avec 1,5 sur 3 avec un son de merde. Yeah! Ça, c'est de la victoire, ça. Mais bref, on a donc 7 œuvres dont on doit parler dans cet épisode. 3 tomes d'Ice Shield 21, 3 tomes d'autres mangas et un comics. Dites-moi en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment, et ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. Et justement, si celui-ci vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, à laisser un pouce bleu ou une étoile, pour soutenir la chaîne, tout simplement. Avec les vidéos de fou que je sors avec un son affreux, il faut quand même bien ça pour soutenir. Je suis désolé encore, putain, ça m'énerve. Bref, bon visionnage. Tout d'abord, j'ai lu le volume 35 de Ice Shield 21, qui lance tout simplement le dernier arc de la série, et qui est quand même bien en deçà de ce qu'on a pu avoir dans le reste de la série. Ça marche bien parce qu'on est bien attaché aux personnages, à leur évolution précédente et au peu qu'ils peuvent avoir de nouveau à nous apporter. Mais faire une Coupe du Monde avec création d'équipe incluse en 3 volumes, c'est peut-être un petit peu chargé. Le recrutement fonctionne très bien. Le point de départ, c'est donc les ennemis précédents, ceux qui étaient invaincus au Christmas Ball, qui vont chercher les adversaires qui les ont le plus marqués, qui vont chercher les adversaires qui les ont le plus marqués, et ainsi de suite, pour créer une équipe gigantesque. Et il reste une dernière place, et on a le droit à un test plutôt intéressant de physique, hein, principalement, pour trouver qui serait le plus efficace pour remplir la case qu'il manque. On a le droit à un nouveau personnage mystérieux qui remporte ça. On a le droit à un nouveau personnage dans l'équipe. Et on a le droit surtout à Takami, ce gros loser qui a raté son test. Et plein de membres de Daimon, également les frères AA, Komusubi, en tête principalement. Mais l'équipe qu'on se tape est absolument dingue. Gros roster en attaque, gros roster en défense, parmi tous les meilleurs de tous les postes qu'on a croisés dans les différents matchs jusqu'ici. Ça peut être intéressant, et ça peut créer des relations, des interactions intéressantes, de voir ça en allié plutôt qu'en ennemi. Et c'est effectivement le cas, le peu de temps que ça va être, mais bon bah c'est trop sprinté pour qu'on ait ça, et des vraies équipes, et des vrais matchs en face, en 3 volumes.
D'autant plus qu'on doit en même temps, pardon, essayer de gérer le personnage de Agon, qui a toujours ses pensées de merde, qui est toujours très solitaire, qui va jusqu'à récupérer tous ceux qui ont raté le test pour les emmener dans un plan secret dans la Coupe du Monde. Et avant que ça se lance, on a le droit à un teasing des équipes adverses. Il n'y a pas grand-chose qui fait très envie. Hormis évidemment l'équipe américaine dont on avait déjà les traces de Panther. Mais on retrouve bien l'esprit des personnages. Gao qui force pour avoir le chemin le plus dur dans la Coupe du Monde contre toutes les équipes favorites. Agon qui piège toute l'équipe pour ramener tous les faibles avec lui sur le terrain et venir en tant que héros du match qui va tout sauver. Sauf que ben, même les faibles du Japon sont ultra forts et peuvent briller contre la Russie. Et on nous montre surtout à quel point Senna a avancé depuis le début, vu qu'il a littéralement un fan dans l'équipe actuellement, donc Chubo, le nouveau personnage. Et les deux partent en gros entraînement. Senna parce qu'il est impressionné par Panther, et Chubo parce qu'il est mis à mal par Gao. En même temps, c'est un petit collégien rachitique, donc c'est un peu normal. On utilise une nouvelle fois les 5 gros personnages de l'équipe américaine. On nous expédie 2 tours, parce qu'il n'y a aucun match-up intéressant et aucune émulsion pour nos personnages. Senna retrouve vite fait ses marques contre les Allemands. Donc au niveau des matchs, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent du tout, hein. Ça fait donc 3 ou 4 tours en un seul volume, ce qui est très rapide. Mais le recrutement est bon. Le coup de Agon qui sous-estime encore les faibles, c'est très bon. Le coup du duo entre Gao et Chubo qui sort de nulle part, on prend. Donc il y a du bon au niveau des personnages. D'autant plus avec une galerie autant installée. Mais il va falloir un peu plus d'espace hein, pour briller tout simplement. C'est un A parce que c'est volume 35, mais ça aurait été plus tôt, ça aurait été plus bas. Alors, vous allez me dire oui, je vois pas le rapport entre un chien et une mauvaise note, mais c'est parce que j'ai pas vraiment dit ça en fait. Ah. Ensuite, j'ai lu le volume 21 de Sakamoto Days. C'est encore un volume typiquement Sakamoto Days. Il n'y a pas grand chose dans le fond, mais ça glisse tout seul. On a des super dessins, on a des super combats, les personnages marchent très bien. C'est hyper fluide. On est dans une phase d'entraînement. On a Sakamoto qui se fait éclater par Torres, donc qui est littéralement un de ses adversaires, mais qui veut pas l'attraper pour l'instant, donc Sakamoto s'en sert comme entraînement. Et il a l'impression que Sakamoto se moque de lui en se battant pas à fond quand il voit tout ce que sa famille peut faire chez eux, parce qu'il n'a jamais entendu parler de jeux pour enfants, de tâches domestiques, apparemment. C'est un bon gag et ça marche bien pour montrer les points forts de Sakamoto depuis le début, se servir de tout et n'importe quoi pour se battre, et chose qu'il a l'air d'avoir oublié, qu'il va falloir se rappeler maintenant. Mais le gros du volume est surtout pour l'entraînement de Shin et de Aisuke, qui consiste à descendre dans la prison de la Fédération pour aller chercher un oracle. Ça me fait très fort penser à Impel Down. Prison, volontairement, descendre, environnement très différent à chaque étage, récupérer quelqu'un qui est tout en bas. Et il y a pas de mal. Impel Down, c'est quelque chose qui marche très bien et qui, dans ce que j'ai lu, n'a encore jamais été refait, donc c'est cool. Ah oui, ancien ennemi qui traîne dans les parages et qui aide. J'avais oublié ça. Parce que on retrouve Boyd, qui avait été affronté dans les 3 premiers volumes. De mémoire, je dirais que c'était celui qui était dans le parc d'attraction. Mais bon, le début, c'est pas ce que j'ai plus frais de Sakamoto, c'était pas le top du top. Le gardien de cet étage-là, c'est un enfer, autant pour nous lecteurs que pour eux prisonniers. Mais le combat contre lui est plutôt cool, parce qu'il faut essayer de penser out of the box, pas en face à face, parce que ben, en tant que prisonnier, t'es pas vraiment en position pour affronter un gardien et en profiter derrière si tu gagnes. Donc faut réussir
à gagner de manière détournée, en le menaçant et en prenant le contrôle sur son mental. Ça marche bien, j'ai envie de te dire, et c'est très cool à voir. Et à l'étage suivant, on découvre le personnage de Thank You. Ça, c'est une ref à Terry dans Zelda. Thank You, qui fait partie de la bande de Slur, qui est ici pour redevenir ami avec Slur, qui est monstrueusement fort, mais également monstrueusement naïf, et monstrueusement un excellent ami pour Slur. Du coup, les trois ensemble, ça le rend terrifiant. Parce que pouvoir le contrôler mentalement, c'est bien, mais du coup, il peut se retourner très facilement, et il est très loyal à Slur, et surtout extrêmement puissant. Donc tu peux vite perdre le contrôle et te faire avoir très fort. On découvre également l'Oracle, qui est un personnage plutôt abusé et surpuissante. Elle a des visions du futur très claires, sur le nombre de vies qui vont s'éteindre, sur la présence des attaques, donc il peut esquiver facilement, sur la croyance en des porte-bonheur, sur des créations de pistolets en secouant des pièces au hasard dans un sac. Parce que c'est pas un oracle qui voit que le futur, elle peut aussi jouer avec la chance, ce qui la rend très puissante. Donc c'est un volume audacieux, hein. 2 entraînements à la con, en descendant dans une prison et en affrontant un ennemi qui veut te battre à l'heure actuelle. Apparition de 2 nouveaux personnages, qui sont extrêmement forts pour des raisons différentes, mais les 2 sont terrifiants. Et le tout de manière super humaine. Parce que ben, en prison, les rappeurs de force, les rappeurs de force bien sûr, sont un peu mis à plat. Et ça rend les personnages ben, un peu plus obligés de discuter, de s'allier. Et ça rend ça super humain. Mais en même temps, ben, c'est super facile, hein. En un volume, ils ont résolu toute la prison, ils ont trouvé l'oracle, il reste plus que techniquement que Thank You à faire disparaître. Alors, c'est pas une mince affaire, mais c'est facile. Et en même temps, c'est bordélique de fou, tu vois, il se passe tout et n'importe quoi, ça enchaîne non-stop. C'est ce que je disais au début, c'est du Sakamoto Days. Je viens pour ça, je suis pas déçu, ça roule tout seul. Ah, ensuite, j'ai lu le tome 36 et avant-dernier de High Shield 21, et encore une fois, c'est extrêmement rapide. Le volume nous remet en avant et nous ajoute des rivalités, des histoires personnelles pour les 5 personnages importants de l'équipe américaine, et lance directement le match contre eux. Ce qui fait quand même pas mal de sujets à traiter en un seul volume. Donc ça enchaîne, on a plein de trucs, mais rien n'a le temps d'être très poussé. Encore une fois, sauvé pour le fait d'être un tome 36 et qu'on ait terminé l'histoire techniquement au tome 34. Parce que là, on nous prépare avec Don, qui est un mec immense et balèze, qui éclate littéralement Agon et Gao dans la rue, et qui a un grief passé avec Yamato, au niveau des discussions et de leurs relations. Ce qui fait qu'ils sont 3 à vouloir éclater, et avoir Agon, Gao et Yamato contre toi, ça pique. Ensuite, on nous met un peu plus en avant Clifford, qui est donc leur quarterback, et donc leur équivalent à Hiruma. Ils font une partie de poker, et Clifford fait malin, parce qu'il arrive à mieux bluffer, en disant que, de toute façon, à partir du moment où on a des meilleures cartes, c'est beaucoup plus facile pour bluffer. Ce qui est vrai, mais du coup, il dit de lui-même qu'il est moins fort en bluff que Hiruma, vu qu'il dit que c'est juste parce qu'il a des meilleures cartes. Et justement, bah, ça lui fera défaut plus tard. Donc là, c'est pas un teasing qui marche bien, contrairement à celui de Dawn, ou à celui de Panther qu'on a eu il y a 1000 ans et qui est plus fort que tous les autres coureurs. Et comme notre équipe japonaise est stressée, on a le droit à une discussion entre Gao et Chubo, qui est là juste pour lui apprendre sa technique. Parce que Chubo a une technique spéciale pour mettre sa force en 3 points différents et être méga balèze, alors qu'il est tout petit. Donc si Gao, qui est le plus fort jusqu'ici, arrive à s'en servir, bon bah merci Chubo pour ça, mais c'est léger quoi. Il aurait peut-être fallu mettre en place une rivalité un peu plus puissante, ou quelque chose qui marchait mieux
pour justifier qu'ils lui apprennent ou qu'ils lui montrent. Là, c'est un peu léger. Et une discussion entre Senna et Sakuraba, parce qu'évidemment, en comparaison, donc Sakuraba, parce qu'il était derrière Shin, le prodige, et qui fait des efforts, et qui fallait tout faire pour rattraper, et Senna qui a ce problème-là, à devoir rattraper Panther. Donc ils se donnent des conseils l'un l'autre, ça marche bien. Et ensuite le match se lance, et on a bien fait un truc habituel, de perdre contre les 5 qui ont été teasés. Gao passe en mode protecteur et non en mode attaquant, évolution de personnage rapide, mais évolution quand même. Et ça ne suffit pas, même avec Yamato, pour faire tomber Don, parce qu'il est largement surpuissant, un truc perdu. On a Monta, qui est écrasé par Bud. Mais alors là, leur duel n'avait pas vraiment été teasé, juste Bud a réussi à le battre parce qu'il est plus grand et plus fort. Mais ça, on l'a déjà vu avec Monta plusieurs fois en plus, donc c'est pas intéressant. Ensuite, on a un nouveau problème pour Senna. Celui-ci arrive à passer Panther, mais il se fait rattraper dans le dos. Ce qui est terrifiant, vu que c'est la première fois que Senna perd en vitesse. Son problème, à chaque fois, c'était de passer, mais dès qu'il passait, il était irrattrapable. Là, quelqu'un le rattrape dans le dos. Et les dessins et la mise en scène sont terrifiantes, ça marche trop bien. Et ensuite, on a Clifford, qui est largement au-dessus, niveau bluff et mensonge. Et après, il y en a un que j'ai pas cité, parce que c'est juste un mur en défense, c'est des balles qui passent pas trop loin, il fait un dôme autour de lui, il chope. Alors c'est bien, hein, il peut acheter le jeu Nintendo, mais... Il chope, Nintendo. Mais c'est assez léger comme personnage. Et en plus, il a pas vraiment d'adversaire direct. Le seul point où le Japon marque des points, c'est sur les kicks, parce que personne n'est plus fort que Musashi, le monstre. Et j'aime bien l'idée en plus qu'à ce match de mettre en place des points MVP. Donc pour chaque action réussie par quelqu'un, il gagne des points en tant que meilleur joueur du match. Et celui qui le sera aura le droit d'avoir sa place offerte à la NFL. Ce qui brise un peu l'esprit d'équipe de certains, notamment Agon qui en a pas de base, et a pas mal de motivation et fait faire des actions différentes aux personnages. On a quand même réussi à avoir un peu d'enjeu maintenant qu'on est déjà à la finale. C'est qu'en fait on a toute la Coupe du Monde dans un volume et 2 volumes pour la finale. La finale est ok préparée, il y a beaucoup trop de personnages dans les deux équipes et trop de relations possibles, donc ça aurait été bien 2 fois plus long je pense. Bah c'est déjà ça. Ah, ensuite, j'ai lu le volume 22 de Dan Dadan. Et c'était assez mitigé, c'est le bordel. Alors, avec Dan Dadan, c'est toujours un peu le cas. Mais depuis qu'on a quitté le jeu de société et terminé la première partie du manga, on enchaîne les petits arcs pour mettre en avant des nouveaux personnages et des nouveaux sujets, pour introduire les grosses difficultés de cette deuxième partie. Mais ça s'enchaîne trop vite sans que ce soit toujours intéressant. Parce qu'on avait la déléguée qui était dans la merde dans le gymnase, ainsi qu'un nouveau personnage avec des couteaux, parce qu'ils sont maltraités par un des profs. Les deux sont sauvés par Shiratori. La dame à couteau est remise sur la voie de la musique par Shiratori. C'est rigolo parce que c'était à cause de cette dame que Shiratori avait abandonné. Mais c'est extrêmement rapide et ça raconte pas tant sur le personnage. Juste, Shiratori dit elle fait de la musique là. Non. Si. Et voilà, hop, après elle est réparée, elle va mieux et elle accepte à nouveau de faire de la musique. Le personnage a été introduit un peu en demi-mesure, et pour l'instant, comme ça fait juste un personnage de plus, et on n'a pas spécialement envie de la suivre plus que ça. Le prof qui leur faisait du chantage est puni pour ses conneries, de bien belle manière, ça marche bien, c'est cool. Et le personnage qui était proche de lui, qui était une voleuse de pouvoir, est puni également pour sa non-obéissance.
Ce qui veut dire qu'il y a une entité supérieure qui fait la chasse au pouvoir avec des petits couteaux, qui se sert de plein de gens et qui n'hésite pas à s'en séparer dès qu'il y a le moindre accroc dans leur plan. Donc qui veut dire qu'il a une main-d'œuvre gigantesque. Ce qui fait donc un sacré ennemi à gérer. D'autant plus, en ayant volé des pouvoirs, il peut avoir plein de pouvoirs, hein, c'est logiquement. Et ce qui va offrir pas mal de sujets. Des sujets comme Kinta et Okarun qui se battent contre deux aliens qui viennent se venger de leur défaite plus tôt dans le manga. Et comme Okarun n'a pas de pouvoir, c'est très la fuite. Et toute la victoire se fait par la nanoskin, par la fusion et par l'esprit de Kinta. Mais bon, ça porte pas grand chose de neuf, ni pour les personnages, ni pour nous. Et derrière, on lance un nouveau passage où tout le monde va prendre l'avion pour aller loin, pour j'ai déjà oublié pourquoi. Il y a des anciens adversaires qui reviennent, qui vont être dans l'avion aussi, ce qui va être très bordélique et très chargé. Et on a le droit à un nouveau flashback sur Zuma pour montrer qu'il est trop cool avec ses camarades qui étaient abandonnés, qu'il a aidés. Mais c'était littéralement sur l'introduction de base. Pour ça, je trouve la construction globale trop bizarre. Des nouveaux personnages qui sont introduits très vite, qui n'ont pas vraiment de difficultés, qui sont surtout dans la galerie de personnages globale, ce qui les rend difficiles à être introduits correctement. Un teasing sur le gros ennemi global et son organisation, qui est pas montré de manière très intéressante dans le combat entre Kinta et Okarun. Et ensuite un gros arc en avion avec une nouvelle introduction de Zuma, qui est la même que la première. C'est bordélique, il n'y a rien qui est vraiment poussé parce qu'il y a beaucoup de choses et beaucoup de personnages. Et je trouve que c'est un volume un peu compliqué en retour. On l'aurait lu pendant la grosse vague de Dandadan où j'avais tout enchaîné parce que j'avais acheté d'occasion. Je pense que ça a passé. Mais là tout seul, quelques mois après, c'était un peu décevant. B. Ensuite, j'ai lu le 37e et dernier volume de High Shield 21. Et donc évidemment, on fait le truc habituel. On a eu un volume où ils se font rouler dessus. Donc voici un volume où ils arrivent à passer toutes leurs difficultés. J'ai écrit Dragonfly et Crucifix virgule duo. Comme ça ne veut pas dire grand chose, mais je suis juste content, je crois, qu'on ait vu des techniques qu'on connaissait, mais avec des personnages différents. Parce que le Dragonfly avec Iruma et Agon, par exemple, c'est terrifiant. Le crucifix avec je sais plus qui, c'est terrifiant. Ça marche bien et c'est des choses qu'on veut voir. Et même, il y a d'autres très bonnes choses sur les personnages et leur évolution. On a Kurita qui protège Agon. Agon qui l'a toujours sous-estimé à mort, qui l'a fait partir de son équipe et qui a donc fait partir Iruma et Musashi. Et là, comme c'est pour le jeu et comme c'est son rôle, il le protège comme pas possible. Ça marche bien. Et on voit également Panther faire plein de blitz et c'est ultra impressionnant avec sa vitesse. Mais bref, il reste 5 murs à faire tomber. Tout d'abord, Cliff, le joueur de Bluff, on lui envoie un triple blitz dans la gueule pour lui montrer que même sans bluff et avec des cartes moins bonnes, on peut remporter la main. Ça marche bien. On a ensuite le mur de Don à faire tomber, qui est donc le premier poids de la défense. On a Gao dessus, en boucle, pour essayer de piger la technique de Chubo, et qui se donne à fond et se fait détruire la gueule jusqu'à y arriver. Et en plus, c'est fini par Yamato qui colle avec la discussion des personnages. Ensuite, on a le mec avec sa zone de défense, dont je n'avais pas parlé, dont j'ai pas de nom et qui n'avait pas d'histoire, qui est passé grâce à Takami qui traînait dans le coin, et donc grâce à Agon qui l'a ramené, parce qu'il fait un jeu et des passes super hautes avec Sakuraba, paf, une pierre deux coups. Ensuite, je n'ai rien noté sur Bond et sur Monta, parce qu'en même temps ils avaient rien à raconter. Et ensuite on nous parle de Loser Magnifique, et ça, je kiffe. Le personnage mystère, c'était Louis Abashira. Trop cool. Le personnage est en filigrane depuis sa défaite. Il apporte son aide de manière cachée.
parce que son équipe est pas motivée. Et donc, bah, pour éviter de leur mettre la pression ou quoi, il se cache, pour éviter de se taper la honte, il se cache. Et là, il assume enfin de pas être au niveau du tout, mais il se donne à fond quand même, parce que c'est ce qu'il aime, c'est ce dont il rêve. Et ça motive son équipe, et surtout ça met un gros coup au moral de Unsui, le frère jumeau de Agon, qui est dans les tribunes. Ça marche très bien. Et donc le dernier mur, c'est Pantu. Senna arrive à le rattraper en jouant avec des rebonds. Ok. Et gros final en équipe avec un Dragonfly à 3, avec un dive à plein. Ça marche bien. Et surtout, évidemment, le sport par-dessus tout. Le match se termine sur une égalité. Et pourtant, ben, tous les joueurs veulent reprendre le jeu pour décider un vrai vainqueur. Nous, on a une ellipse et on découvre le futur des personnages, qui est sprinté avec des équipes universitaires très diversifiées et partagées, qui marchent bien pour l'évolution des personnages et de leur caractère, mais ça fait forcément très rapide. Comme tout ce dernier arc finalement, qui est cool, qui apporte plein de choses trop agréables à voir dans l'évolution des personnages. Kurita qui protège son ancien bourreau, dira-t-on. Gao qui fait des efforts pas possibles. Takami et Sakuraba qui peuvent briller. Louis qui peut briller. Unsui qui se prend une claque. Agon qui apprend à jouer en équipe. Le duel Senna-Panther, il est pas si fou. Et en plus, l'affrontement final est ellipsé. Mais ouais, ça méritait peut-être un tome de plus de la Coupe du Monde en elle-même, qu'on ait quand même quelques sujets à dire sur les matchs précédents, et un tome de plus de finale, qui fasse 3 matchs, 3 tomes comme les autres précédents, tu vois. Je pense que c'est ce qui manquait pour avoir un dernier arc marquant. Là, il y a plein de bonnes choses qui sont juste très enchaînées et qui donc ont pas une super construction agréable à voir, mais pas très gratifiante. Mais ce fut un super voyage de 37 volumes, une nouvelle fois, moins marquant que quand je l'avais découvert de manière illégale, mais bien content de l'avoir acheté d'occasion et présent dans mes étagères, et l'avoir fait découvrir à mon frère. Ah, ensuite, j'ai lu le volume 9 des Tortues Ninja de iComics, et j'ai passé un plutôt bon moment. On est toujours bordélique à souhait, parce qu'on est au début de la deuxième grosse saga, après avoir affronté Shredder pendant 50 chapitres. Et donc bah, on met en place les sujets et les personnages, avec différents arcs dans ce volume-là. On en a un autour des mutanimaux qui se font capturer. C'est hyper rythmé, ça met très en avant l'amitié. J'aime beaucoup ce groupe qui est très dysfonctionnel parce qu'il est porté par Old Hob, qui n'est pas forcément un très bon personnage, mais qui reste quand même quelqu'un proche de ses camarades. Et surtout ben, pour l'esprit d'amitié et la bonne énergie qu'il y a entre les autres membres, qui marche très bien. On a des sujets autour du contrôle mental de Slash, donc la grosse tortue surpuissante qu'on voit sur la couverture. Et surtout, on a des sujets sur qui sont les vrais monstres. Sujet évident, mais est-ce que c'est ceux qui ressemblent à des animaux humains, mais qui se soutiennent les uns les autres et qui font le bien autour d'eux? Ou est-ce que c'est ceux qui ressemblent à des humains, mais qui sont prêts à menacer slash tuer leurs parents, qui contrôlent l'esprit des gens pour leur faire faire ce qu'ils veulent, qui sont des affreux Jojo, comme on dit. Et en plus de ça, ça permet également de mettre en avant, une nouvelle fois, le sujet autour des Leonardo et de ses responsabilités, parce que c'est lui le chef du clan pour l'instant, et c'est pas une place qu'il apprécie grandement, donc c'est cool de le mettre face à ses problèmes. Très bon arc, très bonne ouverture de volume. L'arc suivant est un petit peu moins bien. On a une fête du Panthéon, donc qui est le groupe d'ennemis actuel. On en connaissait 3, si je ne m'abuse. Le roi des rats, qu'on avait vu 2 fois et qui est un agent du chaos total. Kitsune, qu'on avait vu auprès de Shredder et qui semble elle aussi jouer avec l'esprit des gens. Et une alliée qu'on a découvert dans l'arc
avec Kazi et April dans le désert. Et donc là, on découvre qu'ils sont 7, qu'ils sont tous frères et sœurs, qu'ils ont un frère perdu. On découvre la nature de leur relation et leurs différences de caractère, plutôt dans la chasse, dans le combat, dans le chaos, dans le contrôle, dans l'histoire et le calme, dans la reconnaissance des humains, dans la fête. Et c'est surtout pour, donc, une fois qu'ils sont présentés, montrer qu'ils ciblent tous les tortues qui viennent chercher la merde rapidement. Mais je me demande surtout quelle va être la teneur des combats. Les personnages là ont l'air surpuissants niveau pouvoir, donc rien qu'en 1 contre 1, ça va être très dur. Mais les tortues ne sont que 4, et ils ont pour l'instant 7 adversaires. Donc je suis intrigué par le reste de la saga, mais voilà, l'arc était pas spécialement bon. La découverte du baron Grenouille était sympathique, parce qu'il a un caractère à la con, et j'aime beaucoup cette idée qu'on voit pas mal de fois, de jouer sur le bonheur des gens pour les contrôler et les empêcher de se rebeller. Il leur offre une belle vie, c'est pas leur vie, mais c'est une belle vie, donc ça passe. On a un arc rapide sur un humain chacal, autour des sujets de la liberté et encore autour des mutanimaux. Ça a pas apporté grand chose, c'est passé. Et surtout, un arc sur Karai, qui est très cool. Le clan Foot s'est fait rétamer avec la mort de Shredder, donc elle retourne au Japon, et elle est dans la reconstruction d'elle-même et de ses gardes proches, qui sont en quête d'identité depuis qu'ils ont perdu des morceaux. Et bah, c'est un peu une quête d'identité globale. Elle est dans son pays natal, elle essaye de récupérer d'autres clans, elle se fait remarquer, elle met en avant qui elle est pour récupérer plus de monde. Ses gardes trouvent une place, fusionnent avec des démons, mais sont un peu plus eux-mêmes, ça marche bien. Et ils trouvent ensemble un nouveau guerrier protecteur lié à un sabre maudit. C'est très chargé, ça fait monter en puissance ce clan foot, qui sera pas de retour tout de suite je pense. Ça montre, met en avant bien les mutanimaux, ça c'est cool. Et le fait que c'est eux les plus humains quand il y a une humanité comme ça en face à face. Et ça introduit en bonne et due forme la menace de cette saga, le Panthéon. Ça le fait de manière un peu bancale, mais c'est pas la pire arc, vu qu'il y a celui avec le chacal qui ne sert à rien. Mais c'est un très bon volume, c'est chargé, et pour une fois on n'a pas les mêmes ennemis que d'habitude. C'était très cool, et ça sera donc... Ah, enfin, j'ai lu le volume 25 de Undead Unluck. C'était un super moment pour la lecture en elle-même, puisque je me suis acheté le volume à Lyon, ne l'ayant pas trouvé dans ma ville la semaine de sa sortie, et que je l'ai lu dans les ruines antiques. C'était un moment très agréable au soleil. Après, pour le contenu en lui-même, on était quand même un peu mitigé, et ça m'emmerde. Qu'Undead Unluck soit devenu une lecture mitigée comme ça. Je le savais, hein, parce que j'ai lu en scan depuis l'Arc Spring, donc au volume 10. Et donc je savais très bien quoi m'attendre dans les 17 volumes suivants. Hein. Mais bon, bah ça fait chier qu'on soit sur un manga avec un potentiel comme ça. Qu'on ait une saga de 10 tomes qui se termine avec ce volume-là. Pour récupérer la plus grande union de tous les temps. Et que ça sprint comme ça. Tout d'abord, on récupère le dernier membre de l'Union, avec le personnage de Tatiana, qui est mannequin. C'est mignon, on veut lui faire vivre ses rêves, donc on la laisse faire son spectacle, avoir de belles photos, mais il y a son drame qui arrive quand même, et on devient ami avec elle facilement, on bloque sa zone facilement, et on devient, encore une fois, ami avec elle facilement. Et bah, c'est dommage d'avoir passé 10 volumes à récupérer tout le monde un par un en les rendant le plus heureux possible. C'est une très bonne chose, c'est ce qu'il fallait pour les personnages, mais c'était très long. D'autant plus pour lancer un sprint de l'arc final, parce qu'il reste 2 volumes après celui-ci, et que là ça introduit l'arc final en une moitié volume. C'est un peu trop rapide. C'est-à-dire qu'on a Unruin qui est de retour,
qui défonce les yeux de Chikara, et c'est tout ce qu'il a le temps de faire. C'est quand même moins impressionnant que dans la première partie, et il a malheureusement pas plus de fond que ça. Tout le monde a été plus mis en avant et le droit à plus de bonheur et tout. Lui, il a une page de flashback, ce qui est extrêmement léger, et ce qui l'aide à se demander quelle est la différence entre lui et Undead qui a un pouvoir très similaire. La réponse, bah, c'est l'entourage et les copains, bien sûr. Et ouais, ben, l'équipe entière se met contre lui, donc il peut pas faire grand chose. Et en plus de ça, Undead revient en bonne et due forme et vient mettre un terme à ce combat. Le retour est très mignon, c'est un très beau passage, enfin, de Undead Unluck, après, beaucoup de volumes sans les voir ensemble, puisque le Ragnarok, ils ont été séparés, avec Andy en personnage principal et seul, et depuis le changement de boucle, c'est Foucault qui est toute seule. Donc ça fait plaisir de les revoir, avec un très bon rappel de leur rencontre et de leur histoire, mais après ça sprint encore plus, mais genre une dinguerie. On accélère pour lancer les missions suivantes, dans lesquelles on va affronter les 8 boss des règles primordiales. C'est cool, parce que pour l'instant on a vu Language et Beast, je crois. Et c'est des combats intéressants, qui sont des bonnes contreparties aux annulateurs, qui sont censés leur offrir un vrai combat final et une vraie évolution finale, après une introduction heureuse. Et en fait non, bah les boss finaux sont terrifiés, donc ils rappellent toutes les règles dans les dieux, et ils lancent le Ragnarok. Nos héros ont peur, mais sont prêts à se battre, parce qu'ils sont tous ensemble et tous heureux. Et ça fait chier que ça sprinte comme ça. Et les règles primordiales, et le Ragnarok, et le lancement de la finale une fois que tout le monde est récupéré. Parce qu'on est passé de 10 tomes à un rythme très lent, mais sans aucune difficulté, sinon ça allait augmenter expansivement leur durée, pour sprinter comme ça à la fin. Ça fait chier. Peut-être qu'il aurait fallu moins de personnages pour que ce soit plus concentré sur eux. Et surtout, ben, plus de temps pour lancer la fin, pour que ben, le temps qu'on est passé là ait un intérêt, au moins un rattrapage après. Et ça fait chier. C'est un bon moment quand même, mais c'est ultra déceptif. Donc bah c'est un peu un B de dépit. Et voilà qui conclut notre dernier épisode en retard. Il va rester le 18, j'ai une semaine et un jour pour l'enregistrer, mais pour l'instant j'ai écrit aucune mini-critique. On va être dans les temps, ça va le faire. On est avec un bon micro, maintenant que j'ai corrigé le problème de l'épisode et demi précédent. Il va rester juste à corriger l'efficacité. Parce que là j'en suis à 2 heures d'enregistrement, l'épisode il va faire une demi-heure je pense. Je me traîne le cul à traîner sur mon PC ou sur mon portable entre chaque œuvre, ça ne va pas du tout falloir que je corrige ça très vite. Si l'épisode vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnement, partage, pouce bleu, étoile, commentaire. Pour soutenir la chaîne, merci beaucoup. Dites-moi en commentaire comment vous allez, ce que vous avez découvert récemment et ce que vous avez pensé des œuvres dont je parle dans cet épisode. Quant à nous, on se revoit à la bonne heure avec le bon format, dimanche 10 mai pour l'épisode de la semaine 18. Oui, on passe du 16 au 18, j'ai rien découvert la semaine du 17, j'étais à Lyon, j'ai grimpé, j'étais avec des potes, j'ai rien eu le temps de découvrir. Donc, on se retrouve le 10 mai à 15h pour l'épisode suivant de la lumière pop de la semaine. D'ici là, portez-vous bien, faites-vous plaisir, à Comoré bientôt.